Il était une fois, dans un pays que vous avez oublié, un roi. Un roi malade et accablé de peine. Regardez-le. Ne pouvait guère, disait-il. Qu'on fasse venir les corbeaux! Les corbeaux vinrent et dirent: si le jardin n'y peut rien. Qu'attend-on de moi, pauvre corbeau? Qu'on aille chercher l'âme. Là!
les arbres la protègent. On chante pas. Maddy! J'ai bien chassé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je voudrais le voir à 100 pieds sous la crotte. Marie, ma bonne. Marie, de l'eau chaude, lave-moi les pieds. On n'en a pas trouvé aujourd'hui, monseigneur. Revenez demain, monseigneur. Ah oui. Non. Ah non. Oui. Quelle chasse! En cette année-là, dans tout le royaume, la plus terrible famine sévissait. Les femmes étaient trop affaiblies pour nourrir leurs enfants. Et durant tout le jour, les hommes partaient à la recherche de nourriture. Ils revenaient les mains vides. Ma femme, je n'ai point trouvé de feu. Ma femme, je n'ai point trouvé de pain. Ma femme, je n'ai point trouvé de lait. Ma femme, je n'ai rien raconté. Nous sommes perdus. Nous sommes maudits pour toujours. Notre enfant aussi. Donne-le-moi, ma femme. Que je le berce, ma femme. Je le caresse, ma femme.
pour les moins connus, chacun puisse nous faire parvenir ses vœux et ses réclamations de manière que par une mutuelle confiance et par un amour réciproque, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'État, et que nous soit rendu à nous particulièrement le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si longtemps. Alors, donc tout le royaume de France, car c'est bien du royaume de France qu'il s'agit, les douces et merveilleuses paroles du roi firent naître dans tous les cœurs une immense espérance. Écoutez, petits et grands, l'histoire d'un roi de 20 ans qui va nous ramener en France les bonnes mœurs et l'abondance. Après ce plan que deviendront et les catins et les fripons, s'il veut de l'honneur et des mœurs, que deviendront les grands seigneurs? S'il aime les honnêtes femmes, que feront tant de belles dames? S'il bannit les gens déréglés, que feront les riches abbés? S'ils deviennent frivoles ensemble, que deviendront les courtisans? Que feront les amis du prince, autrement nommés en province? Que deviendront les mécréants, si ces sujets sont ses enfants? Alors, tous voulurent écrire au roi pour lui dire ce qui était bien et ce qui était mal, et qui était bon et qui était méchant, et ce qui devait rester et ce qui devait disparaître. Frère, le temps de la justice est venu. Frère, notre beau roi Louis XVI, de par la grâce de Dieu, se penche sur notre État. Frère, notre beau roi Louis XVI vous invite à lui écrire sur des cahiers appelés les cahiers de doléances. Frère, le temps de l'espérance est venu. Écrivez-lui, écrivez-lui vite. Je reviendrai chercher vos doléances dans 1 heure. Frère, le temps de la justice est venu.
caresse, les doux plaisirs. Faut le dire. Je leur ai dit. Bah, je veux le dire. Tout ce qui est bon, c'est pour nous. Et toute ma mère, c'est pour eux. Oh, on l'écrit. Prends du papier. Les papiers, j'en ai pas. Enfin, Gaspard, papier, c'est un muscle. Je peux prendre ma carte de note là. Non, trop, mon Dieu. Et donc, comment on verra, on va pas les signer pour un drap. Un dollar maintenant. Je commence par Gabelle. Oh oui, écris Gabelle au rouet. Il me faut une plume. Oh. J'ai écrit Gabelle au louet. Avec quoi je marque? Pas avec quelque chose de noir. Mais c'est pas noir. C'est pas quelque chose de noir. Quelque chose de rouge. C'est pas quelque chose de noir. Quelque chose de rouge. Ben, il faut dire ça. Tiens. Coupe-moi. Ah, ça maintenant, je te couperai pas pour la Gabelle. Coupe-moi, je t'ai dit. Non, je te couperai pas. Mais coupe-le, qu'est-ce que t'as dit? Coupe-le. Coupe-toi, toi. J'écris Gabelle au louet. Comment qu'on fait un gueux? Comment qu'on fait un gueux? Écris Gabelle. Mais comment qu'on fait un gueux? Écris Gabelle. Pas écrit, moi. Je sais même pas comment faire un gueux. Mais si vous n'avez rien écrit, on ne pourra rien changer. Oh, mais c'est pas possible. Nous allons vous jouer la célèbre comédie. La réunion des États généraux. La scène se passe à Versailles. Et à Versailles, qu'est-ce qu'il y a à Versailles? Je vous le demande. Il y a Louis XVI, le cul entre deux chaises. Je viens de faire un rêve atroce, un cauchemar terrible. J'ai rêvé que j'étais complètement fauché. Les gars, communiste, toi qui penses pour moi, viens ici tout de suite. Nickel, je n'ai plus d'argent. Donne-moi. Je n'en ai pas trouvé. Tu n'en as pas trouvé, hein? Eh bien, nickel, tu es renvoyé. Je n'en ai pas trouvé. Mais j'ai une idée. Une idée? Et quelle idée? Il faut
ça, les états généraux? Hein? Hein? On fait venir tous les richards des royaumes. On fait semblant de leur demander leur avis. Et on leur pique tout leur argent. Quel couillon, c'est Louis. Je vais convoquer les états généraux. États généraux. États généraux. Moi, je suis la noblesse. Sur le peuple, je m'engraisse. Et moi, je suis le clergé. Moi, je suis les tiers états, venus de loin, fiers d'être là. Ça sent le fumier. Ça sent la bouse. Je dirais même mieux, ça sent la merde. Je suis le représentant du tiers état. Le tiers état? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est 25 millions de Français. Mais c'est une infamie. C'est la déconfiture. Allons à Versailles, nous plaindrons au roi. Et pendant ce temps-là, à Versailles, Oui. Ça va pas du tout, du tout. On n'a plus d'argent. Mais si on a de l'argent, on a l'argent des états généraux. Ah, c'est ça les états généraux? Ben oui, c'est bien. Alors, il faut renvoyer Necker tout de suite, mon chéri. Mon chéri, Necker, pourtant... Louis, tu vas renvoyer Necker tout de suite. Si, jamais plus je ne me rallierai à cette pose du tiers-état. Louis, c'est une infamie. Si jamais tu continues, c'est une excommunication. Ô mon clergé fidèle, de votre loi ne craignez rien. Ma noblesse, ma belle, non la canaille n'aura rien. Qu'elle donne tous ses écus et qu'on en finisse. Qu'elle donne tous ses écus et qu'on n'en parle plus. C'est le tiers-état, cachons-nous. Mon père, si on lui faisait une petite farce. Farce, madame? Oh oui, j'ai une idée. On lui fermer la porte au nez. Clic-clac. Tenez, fermez la porte. La fermer la porte, oui. Allons travailler pour le peuple. Y a personne. Mais comment ça, il y a personne? Mais je suis le représentant du tiers-état. Du tiers-état? Mais on se moque de moi? Nous allons leur montrer de quoi le peuple est capable. Mais c'est une salle de jeunes pauvres. Bravo, messieurs. Bravo, c'est très bien joué. Mais j'ai une idée. Si nous nous réunissions ici avec mes camarades du tiers-état pour faire un serment solennel de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie sur des fondements solides. Une petite partie de balle à trois, monsieur? Bien sûr, monsieur, bien sûr. Alors, à vous la balle le premier, mon fils. À ce moment-là, Louis entra dans une colère épouvantable. Et c'est cette colère que nous allons jouer, mesdames et messieurs, dans la célèbre séance du lit de justice du 23 juin 1789, qui opposa d'une part Louis, ce dernier rejeton de la dynastie maudite des Capets, et d'autre part ce lion super, ce Démosthène du XVIIIe siècle, j'ai nommé Monsieur de Mirabeau, qui, bien qu'aristocrate, a choisi de siéger dans les rangs du tiers-état. Et pourquoi, Monsieur de Mirabeau? Dites-le-nous. Parce que je l'ai dans
créations ne peuvent avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos droits respectifs. Et tous les ordres de l'État peuvent se reposer sur mon équitable impartialité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. C'est moi qui, jusqu'à présent, fais le bonheur de mes peuples. Jusqu'à présent, Louis. Messieurs, Je vous ordonne de vous séparer tout de suite et de vous rendre chacun dans les chambres militaires. j'ordonne en conséquence au grand maître des cérémonies. Le marquis de Rebrezé. C'est moi. C'est moi-même. Le marquis de Rebrezé. C'est moi. Monsieur? Quelle est cette insultante dictature? L'appareil des armes? La violation du temple national pour nous commander d'être heureux? Nous, qui sommes revêtus d'un sacerdoce politique et inviolable? Nous, enfin, de qui seuls 25 millions de Français attendent un bonheur certain, parce qu'il doit être consenti, donné et reçu de tous. Vous avez entendu les volontés de mon maître, monsieur? Oui, monsieur, nous avons entendu les intentions qu'on a suggérées au roi. Mais vous, qui ne sauriez être son organe, et pour cause, vous enfin, qui n'êtes pas là pour nous rappeler ce discours, vous qui n'avez ni place, ni droit de parler, sachez que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. C'est votre dernier mot, monsieur? Oui, monsieur. Eh bien, faute! Qu'il reste! Mais la fausse bonté du roi cache une affreuse traîtrise. Son entourage veille. Aussi, nous allons vous jouer dans le mode barbaresque le roi aux deux visages. Ces trois créatures qui piaffent derrière moi sont trois comédiennes dont je tairai le nom, voulant leur éviter, après ce que vous allez voir, les foudres mortelles de la colère royale. La première a accepté d'être cette chienne lubrique, cette putain, la lamballe. La deuxième sera cette peste, cette chamelle enragée, la polignac. Et voilà la pire d'entre elles, l'Autrichienne, notre reine. Je vais maintenant devant vous me transformer en un fauve, en un personnage auquel vous n'oserez croire, en un mage terrible.
voulez bien, nous allons laisser là l'imaginaire et revenir à notre réalité. Le roi a fait appel à 20 000 hommes pour envahir Paris. Ce petit point là, Charenton, la Royale Cravate y cantonne avec 2 000 hommes. Là, Sèvres, occupé par le régiment de Salis-Samal, 3 000 hommes. À Saint-Cloud, les hussards de Bercherie. À Saint-Denis, les 2000 dragons de Massot. Quant au royal allemand, il est partout. À Versailles, au Champ de Mars, à l'école militaire, là et encore là. Il bloque toutes nos réserves de blé et détourne tous nos convois. À Versailles, ils tiennent nos députés entre leurs griffes et ils n'attendent qu'un ordre, aucun seul, pour raser Paris. Êtes-vous donc bien lâche? Les laisserez-vous faire? Mais qu'attendez-vous pour vous révolter? J'ai acheté une terre près de Breuil. On m'appelle Charles Martin de Breuil. Mais pas si vite, appelez-moi de Breuil. Savez-vous ce qui nous arrive? On nous a pris une équerre. Il faut faire quelque chose. Et d'abord, pour commencer, je ferme la bourse. À propos, savez-vous à qui vont vos impôts? Aux nobles, mes amis, aux nobles. Moi, suivez-moi. Décidément, tout augmente cette année, tout augmente. Nous avons fait des économies aujourd'hui. On a fait des économies? Oui. Oh, on a fait des économies. Oh, on a fait des économies. 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 On a renvoyé l'éclair. On a renvoyé l'éclair. Amélie. Ah, on a renvoyé l'équerre. Et par représailles, j'ai fermé la bourse. Il a fermé la bourse. Je ferme la banque. Ils vont voir à Versailles. Moi, je pense qu'une bonne petite révolution là-dessus. Qui eût dit, mon cher, qu'un jour nous eussions fait la révolution? Messieurs, l'éclair a été renvoyé. Eh, du traquet, ils ont renvoyé l'équerre. Et nous avons fermé la bourse. Il a fermé la bourse du traquet. Nous avons fermé la banque. Il a fermé la bourse. Ils ont fermé la banque du traquet. On ferme la boutique. Messieurs, suivez-moi. Et vive la révolution! Monsieur l'officier, l'heure est grave. Ils ont fermé les magasins. Nous avons fermé la bourse. Et nous avons fermé la banque. Et nous avons fermé la boutique. Monsieur l'officier, Necker a été renvoyé. Il faut sauver l'Assemblée nationale. Nous avons décidé de former une milice. Former une milice? Messieurs, je suis un soldat et j'ai servi sous Lafayette aux Amériques.
Si ces messieurs veulent apprendre le maniement des armes, je suis entièrement à leur disposition. Parfait. Si ces messieurs veulent me prêter attention. Messieurs, vous avez dans la main un fusil. Ici, la main. Ici, la gâchette. En cas de danger, vous pressez. Voilà. De presser, mon ami, presser. Messieurs, vous êtes des soldats. Ah, mes gaillards, vous voulez être des soldats. À vos commandements, couchez. Debout. Couchez. Debout. Couchez. Debout. À vos commandements, couchez. Debout. Couchez. Debout. Armez-vous. Monsieur du Faubourg, l'heure est grave. Ils ont fermé les magasins. Nous avons fermé la bourse. Et nous avons fermé la banque. Et nous avons fermé la boutique. Monsieur du Faubourg, l'heure est grave. Ils ont fermé les magasins. Vous pouvez lâcher le peuple. J'ai dit lâcher le peuple. Je n'ai pas dit armer le peuple. Lâchez 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 le peuple. Avant de vous raconter comment la crise ça se passe, il faut d'abord que je vous raconte comment tout a commencé. Parce que vous pensez, c'est pas une idée qui nous est venue un beau jour comme ça. On s'est pas dit, tiens, aujourd'hui, on va voir la Bastille. C'est arrivé après une longue discussion et de souffrances qu'il faut que je vous raconte. En même 1739, les États-Unis ont fait de lui. Et pour tout le peuple de France, et le peuple de Paris en particulier, ça avait représenté un immense mouvement d'histoire. On s'est dit que les choses allaient changer, que nos misères allaient prendre fin. Et voilà même que naïvement, on s'était repris d'amour pour le roi et de confiance en lui. Et puis, les jours nous ont passé. Bientôt une semaine. Et on s'est aperçu qu'elle n'était rien. Que le roi n'avait pas du tout l'intention d'abonder quoi que ce soit, mais qu'au contraire, il a bien décidé à la République entièrement et à nous avoir à nouveau à son service. Et que pour ça, il était prêt à employer toujours les moyens. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait pas grand-chose à manger cette année-là. La récolte avait été très mauvaise en 1788. L'hiver 89 avait été très long et très rude, et partout c'était la famine.
Et un beau jour, on s'est aperçu que Marie était en train de mais quoi, non, pas des soldats français, parce qu'ils étaient libres, des soldats français. C'était tous sûrs que c'était des champions comme nous qui pouvaient faire des races. Alors, il y avait des soldats étrangers, des mercenaires, des Suisses, des Autrichiens, des Allemands. Il y en avait à toutes les portes, mais aussi à la terre, au champ de marche, à l'école, presque dans la mer. Il y avait ça. Il y en avait qui sauvaient tout. Et nous, quand on les voyait on se disait, mais qu'est-ce qu'il faut là? Si le roi les a fait venir, c'est qu'il a des pires intentions contre nous. C'est qu'il veut faire sauter Paris, nous massacrer, chasser nos idées. Et on avait très peur. C'était ça. Et puis, il en avait eu encore une autre. Necker, le ministre. Nous, à tort ou à raison, on l'aimait bien, Necker. On le considérait comme notre ami. Après tout, souvenez-vous, c'est quand même lui, Necker, qui quelques années auparavant avait divulgué les bons à la cour. C'est lui qui avait montré la féroce de l'étendement des là. Les infos inutiles nous vous rappelez. Eh bien, c'est lui, Necker, qui avait demandé à ce que l'on partisse équitablement. Et à ce que les nobles aussi ont leur part. Et les États généraux. Ces États généraux qui, je le répète, avaient tant de désespoir. Eh bien, c'est lui, Necker, qui avait sauvé le roi. Donc, pour tout cela, nous, on l'aimait bien. Eh bien, justement parce qu'on l'aimait bien, le roi l'a renvoyé. Alors ça, messieurs et mesdames, quand la nouvelle du renvoi de Necker est arrivée à Paris, on s'est dit, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Ça ne serait pas honnête. Cet homme-là qui nous a défendus, eh bien maintenant qu'il est dans l'ennui, c'est à nous de le défendre. Et je me souviens, la nouvelle de son renvoi est arrivée à Paris le 12 juillet, très exactement. C'était un dimanche. Il faisait beau. Et on s'est dit, eh bien on va manifester. Et, oh, pacifiquement, remarquez. On n'avait pas d'armes, ni rien. On a été aux Tuileries par ce dimanche d'été, un peu comme on aurait été à la promenade, avec les femmes, avec les enfants, mais aussi avec des bustes de Necker qu'on avait trouvés dans les musées, qu'on avait voilés de crêpes et qu'on portait sur nos épaules, pour montrer qu'on n'était pas contents, qu'on portait sur le deuil, en quelque sorte. Et bien là, dans cette foule, oui, je vous le répète, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Ils ont chargé là-dedans, avec des dragons à cheval et sabres clairs. Les dragons du prince de Lambesc, c'était. Le prince lui-même chargeait la tête de ses troupes. Alors là, messieurs et mesdames, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut donner, une charge de cavalerie dans une foule comme cela. Si vous imaginez la terreur des gens, la bousculade, la panique, les gens qui courent de tous les côtés, qui trébuchent, qui tombent, qui se piétinent. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que les gens ont eu peur. Oh oui, ils ont eu peur. Mais ils n'ont pas abandonné. Et au contraire, le tocsin s'est mis à sonner dans toutes les églises de Paris. Et le canon a sonné au palais royal pour prévenir les autres. Ceux qui étaient restés chez eux, qu'il se passait quelque chose, qu'on avait besoin d'eux et qu'il fallait qu'ils descendent eux aussi dans les rues. Et le miracle, c'est qu'ils sont tous descendus, y compris les équipes quartiers, la corporation, dans les lieux publics, dans les églises, partout on peut la finir. Et qu'on s'est dit, cette fois-ci, pour une fois, on va pas se laisser faire. Et pour se défendre, il faut trouver des armes. Mais c'est ça qui n'est pas facile. C'est que des armes, nous, on n'en avait pas. C'est tout juste si on savait où il y en avait. Alors, on a commencé à courir de droite et de gauche. Il y a des gens qui disaient qu'il faut forger des filles. Alors, et on en a forgé des filles. 50 000 filles qu'on a forgées. C'était pas mal. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des pics contre des canons? Alors, on a été au magasin de la Berrurier. Il y en a même qui ont été au garde-meuble. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé au garde-meuble? Des vieux fusils, des vieilles armures, des canons qui avaient fait la guerre 100 ans. On pouvait rien faire avec ça. Alors, on a été aux Invalides. Et aux Invalides, il y en avait des fusils. Mais quand ils ont appris qu'on se portait en foule Et qu'on avait l'intention de s'en emparer. la garnison a reçu l'ordre de les cacher dans les caves. Mais ça, nous on l'a appris et on ne s'est pas laissé faire. On a dévalé les escaliers, défoncé les portes, jusqu'à ce qu'on les trouvé les fusils. Mais les premiers mettaient beau leur place. Une fois qu'ils avaient leur fusil en main, Ils n'avaient plus qu'une idée. C'était de remonter. Et à ce moment-là, ils se heurtaient dans le flot de ceux qui descendaient. qui fait que là encore, on a eu des fusillades. Et des baguettes de meubles qui restaient là, et tous les hommes sur les caves.
La Bastille, c'est une forteresse, un château fort, avec des murs comme ça, avec des ponts-levis, avec des grilles. On savait pas comment rentrer dans ce machin-là. Alors on était là autour, on s'énervait, on piétinait. Il y avait à l'intérieur une délégation qui avait réussi à rentrer. Parce qu'il y avait un député à sa tête. Thurion s'appelait le député. Et Thurion, il essaie de convaincre Delaunay de nous ouvrir les portes et qu'il n'y aurait pas de sang. Mais Delaunay ne voulait rien entendre. Et Thurion, il est sorti gros champ comme de camp. Et il nous a dit, je peux rien. Alors là, notre désespoir n'a plus connu de fond. On se sentait impuissant au pied de ces murailles. Quand il y en a un chez nous, Un peu malade des autres. à chaque fois qu'on s'élève, il est passé par le toit des casernes qui jouxtaient la Bastille. Il y avait des marches, il a regardé les échelles du premier pont-levis. Quand le premier pont-levis est tombé, on s'est engouffré dans la première cour. Et là, ils se sont bien me tirer dessus. La double garnison de Delaunay, un régiment d'invalides de Suisse. Il y a un moment, il y a une deuxième délégation, qui est aussi l'hôtel de ville. Cette fois-ci, avec un grand blanc en tête, pour parlementer. Nous, quand on a vu la délégation, mettez-vous à notre place. Qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé nos armes. et on a cessé de tirer. Eh bien, eux, ils ont tiré sur la délégation et sur le drapeau blanc. Alors on s'est dit, ça fait rien. Plus il y aura de morts, plus il y aura de blessés, Et bien, ça tombera à l'exposé, on ne pourra pas passer. Et c'est ce qu'on a fait. De la première, on est dans la deuxième. De la deuxième à la troisième. nos rangs Il y en avait qui tombaient. Il y avait des morts, il y avait des blessés, il y avait du sang qui coulait, il y avait de la fumée partout. parce qu'il y avait des mots dans les cuisines. On n'y voyait pas, dis pas. On savait plus qui était contre nous, qui était avec nous. Mais on avançait, on avançait. À un moment, les invalides, ils ont eu honte. Ils se sont rendus compte de ce qu'ils faisaient. Qu'ils étaient en train d'égorger le peuple de Paris, de tuer leurs frères, et qu'ils n'en avaient pas le droit. Alors, ils ont baissé les armes. Et ils ont refusé de tirer. sur nous. Ils forçaient de à se rendre. Vous Et ils s'étaient rendus. Le roi a renvoyé Necker, a renvoyé les 20 000 hommes et a rappelé Necker. Il viendra à Paris recevoir la cocarde et dès demain sera entreprise la démolition de la Bastille. Le peuple est vainqueur! Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter le grand, le beau, le généreux, le très célèbre général Lafayette, qui vient d'être nommé commandant de la garde nationale. Le général Lafayette. Je suis touché jusqu'au plus profond de mon cœur. Et puisque vous m'offrez le commandement, je vous prie de ne plus faire de bruit. Je vous invite à rentrer chez vous et à vous taire. Je vous demande instamment de ne plus vous rassembler, de ne plus vous assembler. Je vous ordonne de ne plus faire de manifestations intempestives. J'interdis toute fête, toute festivité, toute réjouissance
qui pourrait de quelque façon que ce soit troubler l'ordre des propriétaires. Et sachez bien une chose, la révolution est finie. Dégagez! 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 Elle est malade de manque d'amour. J'aborde la licence, les violences, le dérèglement. Mais quand je pense qu'il y a actuellement dans le royaume 15 millions d'hommes qui languissent de misère, quand je pense qu'après les avoir réduits à ce sort affreux, le gouvernement les abandonne sans pitié, prête en scélérat ceux qui s'attroupent, les poursuit comme des bêtes féroces. Mon cœur se serre de douleur et se révolte d'indignation. Je jure de mettre ma gloire à instruire le peuple de ses droits, à lui souffler l'audace de les défendre et à le cingler chaque jour jusqu'à ce qu'il les ait recouvrés. Pour cela, ils dressèrent les pauvres contre les pauvres, en répandant de très inquiétantes nouvelles. Les brigands, disait-il, allaient couper les blés verts, brûler les récoltes, tuer les femmes et les enfants. Mais lorsque le peuple des campagnes apprit que ses frères de Paris avaient fait disparaître la Bastille et s'apprêtaient à conquérir la liberté, alors il se défit de la peur et fit disparaître le passé. Ainsi, le peuple se fit justice. Ainsi, le peuple fit disparaître toutes les chartes, toutes les preuves de son ancestrale servitude. Alors, il advint ce que vous allez voir. Et ici, ce n'est plus à votre haine que je fais appel, mais à votre compassion. La noblesse tout entière et les hauts dignitaires de l'Église, devant le désespoir du peuple, se prirent d'amour pour lui et se dépouillèrent de tous leurs privilèges. Et ce fut l'admirable, l'inoubliable, la mémorable nuit du 4 août. C'est lui qui fait la fin. La nuit du 4 août.
décidera cette nuit. L'Assemblée nationale vient de décider l'abolition du droit exclusif de la chasse des graines et des colombiers. L'abolition de l'égalité de serre et de la même mort sous quelque dénomination qu'elle existe. L'abolition de toute juridiction seigneuriale. L'abolition de toute taxe en argent représentative de la dîme. L'abolition des droits de déport, de vacas, des annales et de la pluralité des bénéfices. Elle vient de promulguer l'égalité de tous devant l'impôt de quelque chose qu'il soit. Qu'a promulgué l'établissement public gratuit, débarrassé de la pénalité des offices. Elle vient de décréter l'abandon des privilèges particuliers des provinces et des villes et la réformation des jurons des compagnies de maîtrise. L'Assemblée fera frapper une médaille chantée à tête du homme solennel d'action de grâce pour éterniser les mémoires de ce jour. Avant de discuter de tel article, je rappelle que nous devons nous prononcer sur la question: mettrons-nous ou ne mettrons-nous pas une déclaration des droits de l'homme en tête de la Constitution? Je suis chargé par mon bailliage de réclamer une qui serve de base à la Constitution. La Constitution de notre pays n'a pas besoin d'une déclaration des droits. Il y a peu de personnes qui ne sont pas en état d'entendre les maximes que vous leur présentez. On l'affichera dans les villes, dans les tribunaux, dans les églises même. Un peuple qui a perdu ses droits et qui les réclame doit connaître les principes sur lesquels ils sont fondés et les publier. Quelques personnes semblent redouter la publication de ces principes. Le peuple sera plus soumis aux lois lorsqu'il connaîtra leur origine et leur fonction. Mon opinion n'est pas... Mon opinion n'est pas qu'on doive tenir le peuple dans l'ignorance et qu'on doive l'instruire par des livres et non par des lois
par la Constitution. Ne mettons rien d'inutile. Inutile! On dit qu'elle est inutile parce qu'elle est écrite dans tous les cœurs! Dangereuse! Parce que le peuple abusera de ses droits et qu'il les connaîtra. Mais l'expérience et l'histoire répondent et réfutent victorieusement ces deux observations. Je dis qu'il est indispensable de mettre à la tête de la Constitution une déclaration des droits dont l'homme puisse jouir. Il n'est pas prudent d'exposer les droits sans établir les devoirs. Une déclaration des droits est comme un traité de morale qui ne serait entendu de toutes les classes des citoyens et dont on pourrait abuser. Une déclaration de droit illimitée sera rapidement accueillie par le peuple, qu'elle rappellera à l'égalité, à la liberté. Mais celui-ci concevra-t-il que cette égalité originelle n'est malheureusement qu'une pure fiction philosophique qu'on restitue au peuple ses droits avec les réserves que doivent apporter les lois de la propriété, de la justice et de la tranquillité. Gardons-nous de rompre sur le champ une digue conservée par les siècles sans nous mettre à l'abri du torrent dont les flancs peuvent s'étendre plus loin que nous l'aurions voulu. Ravager les héritages et répandre la consternation. Vous dites qu'une déclaration des droits de l'homme est inutile. Vous allez plus loin. Vous la croyez dangereuse en ce moment où tous les ressorts du royaume étant rompus. Étant rompus, la multitude se livre à des excès qui en font craindre de plus grands. Mais messieurs, je suis persuadé que la majorité de ceux qui m'écoutent pensera comme moi que le vrai moyen d'arrêter la licence est de poser les fondements de la liberté. Plus les hommes connaîtront leurs droits, plus ils aimeront les lois qui les protègent. Messieurs, le moment où nous sommes exige plus d'action et de réflexion que de discours. La nation nous attend. Elle nous demande l'ordre, la paix et des lois protectrices. Or, messieurs, les discours sont interminables. Le pays métaphysique est grand.
On ne croira pas sans doute que je conclue que cette classe n'a pas un droit égal à la liberté. Mais je crois qu'il est nécessaire, dans un grand empire, que des hommes, placés par le sort sous une condition dépendante, voient plutôt les limites. Les limites que l'extension de la liberté naturelle. C'est ça, de nous livrer à des subtilités métaphysiques. Il suffira que dans votre déclaration, les mots de propriété, sûreté, et liberté soient définis comme fondement de la société. Avant tout, il faut commencer par des lois qui rapprochent les hommes, avant de leur dire, comme dans les États-Unis, vous êtes tous égaux. Vous venez de voir ce qui se passe ici, en métropole. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer ce qui va se passer dans mon pays. Mon pays, c'est aussi la France, vous savez. Mais c'est la France là-bas, très très loin, au-delà des mers. C'est la France d'outre-mer, on l'appelle. C'est le paradis de l'exotisme. Il y a des souffles verts chauds qui remuent les palmes dans le ciel bleu. La musique naît de partout. De la terre, de la mer. On ne sait pas comment. C'est monsieur de Saint-Domingue. Il est très très riche. Il possède la moitié de l'île, avec plein de champs de canne à sucre, et plein de petits nègres, et plein de petites négresses qui travaillent. Mais monsieur de Saint-Domingue, il est très très gentil avec les petites négresses de l'automne. C'est comme qui dirait notre grand papa. Doudou, gratte-moi le cou. Dollar, Doudou, dollar. Oui, monsieur. Et nous, on est là, tout seuls, dans le paradis de Saint-Domingue. Doudou, il t'aimera. Ah, ah, la, la, la. Bonjour, monsieur de Saint-Domingue. Bonjour, monsieur de l'Assemblée nationale. Quelle nouvelle? Voici la Déclaration des droits de l'homme. Article 1er. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, etc. etc. Nous les
la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Oh, ne pleurez pas, mes doudous. Le monsieur de l'Assemblée nationale a parlé des hommes, pas des nègres. La, 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 la. Pendant ce temps, l'hiver approche et la famine sévit. L'Assemblée se penche plus volontiers sur des problèmes d'étiquette. À Versailles, le roi et la reine s'enfuient. Le roi continue d'opposer son veto aux décisions importantes. Alors, les femmes décident d'aller à Versailles et de ramener le roi à Paris. Silence! Un peuple libre doit être raisonnable. Si vous ne renoncez pas immédiatement à ces actes précipités et illégaux, vous creusez vous-même votre propre tombeau. Et tous les honnêtes citoyens, effrayés, fuiront votre capitale, qui ne sera bientôt plus qu'un désert. Laissez-nous les missions difficiles, car nous seuls sommes les détenteurs de l'ordre et la légalité. La révolution est finie. La révolution est finie! Dégagez! Bravo! Il y en a partout! Bien, les députés, hein? Ah, il y a de l'abus, hein? Alors, je commence maintenant! Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, on résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Alors, s'il vous plaît. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales
à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc écrire, parler et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.